podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous écoutez Les Sales Gosses, le podcast famille de Slate.fr. Alors le nom du podcast vous a déjà un peu spoilé parce qu'on a un peu changé le format et je suis désormais seule aux manettes de cette émission consacrée aux sales gosses que nous sommes et aux sales gosses que nous tâchons d'élever pas trop mal. Et vous pouvez, et vous devez même, sans vouloir vous commander, retrouver Titiou Lecoq chaque vendredi matin dans la mirifique newsletter de Slate.fr. Vous qui m'écoutez, vous n'habitez peut-être pas et même sûrement pas Paris et vous avez de la chance. Pas seulement parce qu'avec le prix de mon loyer dans un quartier bien, mais pas top, vous avez de quoi vous loger dans un 3000 m² avec vue sur mer ou n'importe quel truc de couleur verte, genre un jardin. Ni parce que, faute de ligne 13, vous n'avez jamais entendu le boléro de Ravel à l'accordéon, mais parce que si vous n'habitez pas Paris et que vous avez des enfants, eh bien vous n'avez pas vécu ce moment super désagréable où tu te dis « Merde, j'ai fait un sale petit Parisien ». Enfin moi en tout cas, j'ai enfanté une vraie Parisienne et je crois que j'ai même enfanté Inès de la Fressange. En fait, j'observe ma fille depuis quelque temps et je la vois se couler complètement dans le moule des franciliens névrosés. Il y a quelques semaines, elle a engueulé un mec qui se tenait à gauche dans l'escalator et qui l'empêchait de monter. Quand on prend le métro, elle prend toujours un bouquin ou un casque avec de la musique parce que, je la cite, « comme ça les fous, ils viennent pas me parler ». Et puis surtout, elle a fait ce truc. On avait des copains qui habitaient à Montreuil et quand on y allait, elle disait texto que c'était cool d'aller à la campagne. Limite, quand on sortait au métro Robespierre, donc sur la ligne 9, elle respirait à plein poumon le bon air de la campagne. Et puis je vous jure que le week-end dernier, elle a demandé si on pouvait prendre un brunch sur le canal. Alors je dois préciser à ce stade-là qu'elle a 10 ans, ma fille, et justement si elle a des tics de Parisien 10 ans, c'est probablement par pur mimétisme et parce que c'est comme ça en fait quand on grandit dans une grande ville. Elle est née dans le 12e arrondissement, on habite dans le 19e, elle a été à l'école dans le 11e arrondissement de Paris. L'Est parisien, c'est son berceau en fait. Elle a pris son premier métro à 1 mois, elle a pigé le principe du double passage piéton avant de savoir marcher, et puis elle a une mère qui en effet va payer 20 balles des œufs brouillés le dimanche midi sur le canal. Et juste, je me demande s'il y a un truc pour déparisianiser les enfants, en dehors d'aller vivre à la campagne, mais la vraie, pas Bagnolet, je sais pas. Faut que je prenne le temps d'y réfléchir un jour, pendant un incident matériel sur une ligne. En tout cas, mon invité, je suis sûre qu'il se tient bien à droite dans l'escalator. Il s'appelle Philippe Grimbert, il est psychanalyste, auteur d'un livre qui s'appelle Un secret paru chez Grasset il y a quelque temps. Et j'ai naturellement pensé à lui pour parler aujourd'hui des secrets de famille. Les secrets de famille, c'est ces choses qu'on ne se dit pas au sein d'une famille, ce silence qu'on s'impose entre frères et sœurs, parents et enfants, et qui fait quand même vachement de bruit quand ça sort. Parce que ça sort, la plupart du temps, comme tout ce qu'on met soigneusement sous le tapis. Et j'avais envie de faire un podcast sur ce thème de manière complètement auto-centrée, comme souvent, parce que c'est un sujet qui m'a souvent interrogée et intriguée, et particulièrement en ce moment où ma famille et moi, on est entrés dans une gigantesque machine à laver, et on est bloqués sur la fonction essorage. Bonjour Philippe Grimbert. Bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous restez à droite d'abord, sur un escalator ? Oui, je crois. Je suis assez discipliné finalement. Et puis j'aurais tendance peut-être à faire... bien que nettement plus âgé que votre fille, à faire un peu la police aussi. Ça m'énerve quand les gens ne respectent pas les gens. Eh oui. Puis ça fait du bien de respecter aussi. C'est vrai. Et donc, sur cette question des secrets de famille qui nous préoccupe aujourd'hui, moi j'ai une première question en fait assez simple parce que ça va pas de soi. C'est quoi un secret de famille ? À partir de quand on peut dire qu'un secret, donc quelque chose qui est tu, devient un secret de famille ? Moi, je me rappelle qu'un jour, on m'a expliqué qu'à la première génération, c'est un non-dit et que ça devient un secret de famille à la deuxième génération. Est-ce que c'est vraiment ça ? Alors, il y a plusieurs façons de définir le secret de famille. La plus imagée, c'est peut-être, tout à l'heure, vous évoquiez la poussière sous le tapis. À ceci près qu'un secret de famille, c'est plus que de la poussière sous un tapis. C'est une mine antipersonnelle qui risque d'exploser à tout moment et surtout, en effet, quelques générations plus tard. Ouais. Un silence se fait sur une question terrible, pour la famille en tout cas. Un silence se fait qui se transmet de génération en génération et qui a souvent des effets extrêmement pervers sur les générations suivantes. Quelqu'un, tout à coup, devient le paratonnerre, c'est-à-dire un enfant, un membre de la famille, reçoit quelque part ce silence, qui n'en est pas un complètement, de plein fouet, et finalement,
produit des symptômes, des difficultés, des empêchements. Un secret de famille, en effet, c'est quelque chose de très fréquent. J'ai presque envie de dire, et c'est vrai que secret de famille, c'est presque un pléonasme. Ouais, parce que ça veut dire que toutes les familles ont des secrets, Mais oui, en fait. bien évidemment, non pas parce qu'il faut que ce soit un événement terrible pour créer du secret de famille, mais parce que le moteur même du secret de famille, c'est quelque chose de l'ordre des sentiments les plus humains et les plus partagés par tous. La honte, la culpabilité, la douleur, l'empêchement, des choses que toute famille évidemment traverse, parce que les événements familiaux, les deuils, les conflits, les brebis galeuses créent des zones de silence dans les familles qui sont extrêmement fréquentes. C'est pour ça que je dis que secret de famille, c'est un pléonasme, parce que toute famille, en effet, secrète du secret. Ouais. Alors, secret de famille, ça peut rester comme ça, un peu vague. Moi, j'ai envie de poser une question très concrète. C'est quoi le secret de famille le plus grave, celui qui a pesé le plus lourd, dont vous avez entendu parler dans votre vie personnelle ou dans votre boulot? Alors, c'est difficile à déterminer. Je dirais que le secret de famille le plus grave, c'est l'inceste. Ça, c'est le tabou absolu, Non, vraiment. et quand il est franchi, ça crée vraiment une zone de silence absolu, avec quelque chose d'incroyablement pervers, c'est-à-dire, ça va paraître violent, ce que je vais dire, mais la personne qui a été victime d'abus sexuels et qui la tue, et toute la famille en général Participe se au tait, participe, secret, ouais. ou même est complice du silence qui se fait autour de ce franchissement incroyable d'un tabou, et ça crée quelque chose de comparable à ce qu'ont pu décrire, c'est pour ça que je dis que ça va être violent, les survivants de la Shoah. De la Shoah, ouais. C'est-à-dire que ils ont pu dire qu'ils se sont tus parce que d'abord on ne les aurait pas crus, Ouais. parce qu'ils avaient honte et parce qu'ils se sentaient même coupables d'avoir survécu. C'est-à-dire la complicité du même ordre, en Voilà. fait, c'est ça. Alors il y a quelque chose chez les victimes d'un abus sexuel incestueux qui est du même ordre. On se tait parce que d'abord on pense que personne ne nous croira. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu peux dire là sur ton oncle, sur ton père, sur ton grand-père? Enfin, c'est impossible. On ne me croira pas. Deuxièmement, je me sens coupable parce que quelque part, est-ce que j'ai participé à ça? Est-ce que je me suis laissé faire? Est-ce que j'ai accepté quelque chose? Est-ce que j'y ai pris Il y a un peu de forcément plaisir? cette étape-là de la culpabilité, de la remise en question de Je soi. crois que je l'ai toujours entendu évoquer, hein, il y a toujours ça. Et la honte, évidemment la honte, Bien sûr. la salissure absolue. Donc c'est ces trois moteurs extrêmement humains, honte, culpabilité, un sentiment qu'on ne sera pas cru, eh ben ça crée du silence. Et ce silence, il est incroyablement toxique. Donc là, on parle de l'inceste qui est C'est le plus un grave. Vous me tabou demandiez quel extrêmement était le grave. plus grave, voilà. Et précisément, est-ce qu'il y a un secret, somme toute, anodin, ou en tout cas beaucoup moins grave que ça? Il peut peser aussi lourd dans les générations, dans une famille. Je crois, qu'un parce truc que très grave. tout dépend de la façon dont il est vécu. Alors il y a souvent l'autre secret, le plus classique, j'allais dire le plus banal, mais quand il arrive dans une famille, il est loin de paraître banal à la famille. C'est la naissance illégitime ou l'incertitude sur le géniteur. Ton père, en réalité, n'est pas ton père. C'est choses qu'on apprend quand on est majeur, par exemple. Bien évidemment que ça peut sembler une banalité. J'allais même dire, Feydeau en aurait fait une pièce comique. Hein. Ouais. Sauf que dans l'histoire d'une famille, c'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique. Alors, parfois même des choses plus, non pas anodines, mais qui semblent moins graves. Par exemple, un aïeul ou un membre de la famille qui a commis des exactions, qui a fait de la prison, qui a été un meurtrier, condamné. par exemple. Alors là, ça devient déjà plus grave. Mais même pour des vols, pour des escroqueries, ça, on peut se dire, c'est pas absolument dramatique. Sauf que quand le silence est fait là-dessus, ça peut pousser quelques enfants des générations suivantes à essayer d'aller à la recherche de la vérité quand la chose n'a pas été dite. Pourquoi? Parce que la famille avait honte de ce membre de la famille. Je parlais de brebis galeuse, celui qui s'est pas bien comporté. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas la même chose de parler de secret de famille aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple, parce que aujourd'hui, politiquement et même socialement, il y a une espèce d'obsession pour la transparence. On veut absolument tout savoir, que ce soit en politique ou, je pense à la presse People, par exemple. On veut percer les secrets de tout le monde. Est-ce que ça a changé notre rapport à la vérité au sein du foyer familial? Il y a quelque chose qui a bien changé depuis 20 ans, parce que depuis sont passés Dolto, la psychanalyse, tout ce qu'on a pu savoir sur les effets toxiques du secret de famille. Et puis en effet, cette espèce de transparence absolue qui devient un dogme, en fait, que servent les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, on voit les effets, on en voit aussi les effets pervers, qui sont tout aussi pervers que les effets du silence absolu, parce qu'il y a évidemment un excès dans cette espèce de franchissement complet des barrières de l'intimité et du jardin secret. Le jardin secret devient un jardin public. C'est quand même une drôle d'histoire. Hein. Ouais. Et il est vrai qu'on voit bien ce que ça provoque. Ça provoque des morts, quand même. De la même façon que le silence et que le secret de famille a provoqué
des morts, des maladies, je vous dirais peut-être aussi tous les effets que peut avoir un secret de famille sur le corps, sur le psychisme. Trop mais dire, d'une certaine façon, trop dire tue aussi. Vous voyez les histoires de harcèlement sur les réseaux sociaux, de photos privées qui ont été mises publiques, particulièrement les sextapes, les fameux, et qui provoquent parfois des suicides. Donc autrement dit, le tout dire provoque également un risque de mort, autant que le secret. Et comment on trouve la limite entre tout dire et ne rien dire? Je sais que par exemple, ma fille, je partage beaucoup de trucs avec elle, même peut-être trop, de ma vie amoureuse, de mon boulot, etc. Et en même temps, il y a des trucs qui sont passés dans ma famille assez graves que je lui dis pas. Comment je fais le tri entre ce que je lui dis et ce que je lui dis pas? Alors, c'est vraiment la question fondamentale. Évidemment qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question-là, mais elle est essentielle. Et à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que je peux dire, est-ce que je peux dire ça à mon enfant ou pas, je propose souvent de mesurer cette question qui est extrêmement difficile à trancher. Il n'y a aucune réponse logique, mathématique, absolue à cette question. Mais il y a quelque chose qu'on peut sentir. Et mon instrument de mesure, à moi, c'est qu'il faut que ce qu'on dit à l'enfant soit un mal pour un bien. C'est une expression classique, c'est un mal pour un bien. Eh ben oui, parce que parfois on dit des choses et c'est un mal pour un mal. C'est-à-dire que ça n'a aucun effet positif. Dire ton grand-père était un salopard, il a trompé ta grand-mère, il lui a fait du mal. Qu'est-ce que ça va apporter à l'enfant? C'est un mal pour un mal. Dire à un enfant, tu sais, il y a eu un drame dans la famille, il faut que je te le dise parce que quand même, ça risque de peser sur ton histoire à toi. C'est un mal parce que c'est difficile à entendre, bien sûr. Si par exemple, ton grand-père a tué quelqu'un, c'est dur à entendre. Et c'est un mal pour un bien parce que ça risque d'éviter le problème majeur, c'est-à-dire le risque de la répétition. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait, à mon avis, trois effets quand même terribles, entre autres, mais enfin des trois effets majeurs du secret de famille sur un enfant. Le premier, c'est qu'il risque de répéter ce qui n'a pas été dit, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas symbolisé, ce qui n'a pas été expliqué à l'enfant. Eh bien, l'enfant risque de le répéter, de le vivre à son tour, à son insu. Est-ce que ce dont vous parlez, est-ce que c'est ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire, le syndrome de répétition? Oui, voilà. C'est un truc qui a été théorisé en psychologie, c'est le fait qu'on puisse répéter des choses. De sinistres anniversaires, quelquefois. Hein. Oui, à son insu, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, à la même époque, je me chope un virus, ou je me sens mal, ou je suis couché pendant 3 jours, sans savoir pourquoi, en pensant que c'est peut-être une allergie due au pollen. Et il faut creuser pour savoir d'où ça vient. Et souvent, quand on creuse cette question, c'est parce qu'on fête inconsciemment. Enfin, fête, c'est pas le bon terme. On célèbre. Il y a une célébration. On célèbre une commémoration d'un anniversaire, d'un événement douloureux que l'on partage avec un partenaire invisible en somatisant, par exemple. Et en fait, en préparant ce podcast, j'ai découvert ce que c'était que le syndrome de répétition d'anniversaire et j'ai trouvé plein d'histoires sur Internet ou dans les bouquins. Il y a 2 exemples que j'ai lus et qui m'ont vachement marqué. Il y a l'histoire d'une femme, par exemple. Toute sa vie, elle a eu la phobie d'être enterrée. Elle en faisait vraiment des cauchemars, ça l'a terrifiée. Enterrée vivante, je suppose. D'être enterrée vivante, absolument. Et elle a appris assez tard, je crois qu'elle avait 35 ans, que son grand-père, pendant 14-18, il était mort, enterré vivant. Donc elle a effectivement compris que c'était quelque chose de l'ordre de la répétition. Et il y a une autre histoire qui semble comme ça plus anodine, mais qui me semble assez grave dans ce qu'a vécu cette femme. Donc c'est une femme qui vient d'avoir un bébé et qui fait un truc un peu bizarre quand elle donne son biberon à son bébé. Elle lui retire très très vite en lui disant mon Dieu, tu vas t'étouffer. Et elle le fait comme ça, elle le répète inlassablement. Et ça a mis vachement de temps avant qu'elle puisse en discuter avec sa mère et elle découvre que son grand-père maternel est mort étouffé et que sa mère elle-même, elle avait développé une phobie de l'étouffement et qu'elle venait réveiller sa fille, donc la mère, la nuit pour vérifier qu'elle n'était pas morte étouffée. C'est fou quand même. C'est fou. Alors c'est fou et on imagine aussi à quel point l'angoisse maternelle était terrible et il était important qu'elle repère pourquoi elle était angoissée, puisque c'était pas une peur réelle, mais une peur héritée d'un trauma antérieur. Mais imaginez pour l'enfant quand même s'il ne le sent pas consciemment, à quel point c'est anxiogène pour l'enfant qu'une mère vienne toujours vérifier qu'il est vivant. Ça lui montre à lui sa fragilité absolue. Et on voit beaucoup d'enfants très angoissés de façon contagieuse par l'angoisse de la mère. Parce que dire à un enfant sans arrêt, fais attention, couvre-toi bien, est-ce que tu as bien fait attention aujourd'hui? C'est lui dire, qu'est-ce que tu es fragile, tu risques de mourir à tout instant. Donc le fragiliser. Et c'est là qu'on fragilise l'enfant et que l'angoisse maternelle, elle se transmet d'une façon incroyable. Et ça ne reste pas l'angoisse de la mère, ça devient l'angoisse de l'enfant aussi.
Et vous disiez il y a 5 minutes, un secret, c'est jamais totalement un secret. Ça veut dire ça, en fait, que le secret, il peut transpirer physiquement sur le corps. Il ne fait que donc ça. c'est ce qui fait que quand on nous révèle quelque chose, on se dit souvent, en fait, je l'ai toujours su. Alors ça, c'est une chose incroyable et qui se vérifie à chaque fois. Je l'ai connu personnellement, puisque j'ai été moi-même, j'ai grandi sous le poids, comme on dit, sous antibiotiques, sous secret, sous le poids d'un secret familial. Et au moment où on apprend, où la révélation se fait, on est partagé, et beaucoup de mes analysants, comme on dit dans notre jargon, qui n'ont pas tous des secrets de famille absolument terrifiants, mais quand ils en ont et que la révélation se fait, il y a toujours ce double sentiment. On est à la fois bouleversé. Comment est-ce possible? Il y avait ça dans ma famille, sidéré, et en même temps, mais au fond, je crois que je l'ai toujours su. Et alors ça ne fait défaut chez personne. C'est toujours, au fond, ce sentiment de familiarité. Je l'ai toujours su. Il y a quelque part une familiarité avec ce secret qui nous montre bien qu'un secret, d'une façon inconsciente, latente, est toujours là, présent, et qu'il transpire, toujours. Comme une source dont on empêcherait, c'est toujours cette image qui me vient, évidemment, elle est un peu classique, mais vous essayez d'empêcher cette source de jaillir à un endroit, et elle ruisselle de tous les côtés. Ça fait signe partout. Alors, je ne vais pas vous analyser, mais vous parlez de votre expérience personnelle. C'est déjà fait. Et je pense et justement, je voulais que vous m'en disiez un peu plus sur votre livre que j'ai lu, moi, au moment de sa sortie. Ça a fait l'objet d'un film aussi qui est très beau, d'ailleurs. Oui. Alors ça, c'est-à-dire que il se trouve que j'ai grandi et passé toute mon enfance et mon adolescence sans savoir, mais avec ce savoir insu dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque part, je le pressentais, puisque quand ça m'a été révélé, j'ai eu ce double sentiment de sidération et de familiarité. Et je ne savais pas que mes origines étaient juives, par exemple. Tout ça a été complètement caché. J'avais été baptisé, tout ça avait été enterré sous le rituel catholique. On ne mangeait pas cachère à la maison. M'est arrivé dans un tiroir, dans un placard, de découvrir quand même un chandelier qui me semblait pas complètement catholique, mais allez donc savoir pourquoi. La dissimulation aucune était, question, voilà. Mais ça faisait signe quand même. Ça faisait signe. Ou une petite spécialité culinaire de temps en temps, quand même du pain azim frit dans de l'œuf battu, c'est très bon d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est pas complètement dans nos traditions. Bref, je ne savais rien de mes origines, et ce que je ne savais surtout pas, c'était les circonstances de la rencontre de mes parents et de ma conception, qui sont un véritable drame. Alors là, évidemment, parce la petite histoire de mes parents se mélange à la grande histoire, comme disait Georges Perec, avec un grand H, ou avec une grande H, c'est-à-dire avec la terrifiante histoire de la Shoah, puisque la première épouse de mon père et son fils, dont j'ignorais l'existence jusqu'à mon adolescence, sont morts tous les deux à Auschwitz, donc ont été assassinés à Auschwitz. C'est vrai que la tendance de dire ils sont morts à Auschwitz, on pourrait penser qu'ils avaient attrapé une maladie. Non, ils ont été assassinés à Auschwitz. Et le premier mari de ma mère est mort dans un camp de prisonniers. Et mon père et ma mère étaient beaux-frères et belles-sœurs, ce qui ajoute, je dirais, au drame. On pourrait dire au vaudeville dans une autre époque, mais dans cette époque-là, c'est un drame absolu. Pour le coup, là, c'est dramatique. Voilà. Un beau-frère et une belle-sœur, donc tout à coup se prennent de passion absolue l'un pour l'autre, et l'histoire vient faciliter, c'est affreux à dire, faciliter cette union, puisque tous ceux qui auraient pu y faire obstacle, la première épouse et le fils, et d'un autre côté le premier mari, disparaissent dans les camps. Du coup, ces deux-là peuvent s'aimer librement et donner naissance à un fils. Sauf que les circonstances sont tellement dramatiques et contiennent tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la honte, la culpabilité, tous les ingrédients le deuil, tout est là. Et donc on ne dit rien à ce garçon. Et ce garçon, curieusement, qui fut celui que vous avez devant vous, parce qu'il a un peu changé depuis, mais ce garçon-là, il s'est interdit toute curiosité. Je n'ai jamais posé à mes parents la question de savoir comment ils s'étaient rencontrés. Eux-mêmes m'ont dit plus tard, tu n'as jamais été curieux, jamais tu nous as posé la question que posent en général les enfants. Vous êtes imposé le silence, en fait. Oui. Comme si je sentais, et non pas comme si, parce que je sentais qu'il y avait là quelque chose d'extraordinairement douloureux. Et par amour pour mes parents, je ne suis pas allé fouiller là où ça faisait mal. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur, alors du dévoilement de la quête de vérité. À partir de quand on se lève le matin en disant « Aujourd'hui, je veux savoir ». Eh bien, écoutez, je crois que c'est quand même un hasard. Vous savez, dans ce livre, Un secret, il y a écrit roman, parce qu'en effet, beaucoup d'éléments de l'histoire de mes parents restent quand même, pour moi, inconnus, et je les ai reconstruits.
Ce qui est intéressant, c'est qu'après les avoir reconstruits, je me suis dit, mais avec une intime conviction, c'est la vérité. J'ai trouvé la vérité. Mais c'est la fiction qui m'a permis de trouver la vérité. Indépendamment de quelques éléments de base, évidemment, qui, hélas, sont évidemment exacts. Et la mort de Anna et de Simon, tout ça est, hélas, tristement et tragiquement vrai. Mais il se trouve que dans mon roman, j'ai inventé un personnage qui me dévoile qui est une amie des parents, une infirmière, kinésithérapeute, un personnage que j'aime beaucoup. En plus, c'est un personnage de fiction qui s'appelle Louise, et je lui ai fait endosser la révélation du secret pour le petit garçon. En réalité, c'est pas comme ça que le secret m'a été révélé. Pourtant, j'aurais bien aimé que ce soit comme ça. Pour ça aussi que les romans, ça sert aussi à exprimer et à réaliser un désir, comme le rêve. Hein. Et en réalité, c'est une gaffe, comme toujours. C'est-à-dire l'œuvre d'un de ces grands serviteurs de la vérité que sont les gaffeurs. C'est-à-dire qu'il y a un cercle de silence qui se fait dans la famille, puis il y a quelqu'un qui est moins pris dans ce cercle et qui va gaffer un jour. Et qui va dire au jeune garçon, 16 ans, l'adolescent, « Oh là là, quand on pense à l'histoire de tes parents, hein, c'est quand même dramatique. » Et l'adolescent en question, qui quand même a des antennes bien dressées sur la tête, dit « Eh oui !» en se disant « Si je veux savoir quelque chose, c'est maintenant. » Donc il y avait quelque chose qui... La vérité, c'est comme un flot qui frappe contre une digue et qui cherche à se faire entendre. Et je crois qu'on en est conscient. Et ce jour-là, j'ai laissé le cousin en question aller jusqu'au bout de sa gaffe et j'ai tout appris ce jour-là. Dans le roman, c'est devenu ce beau personnage de Louise qui me le révèle. En réalité, c'est une gaffe. Mais la gaffe, c'est l'expression de la vérité. Et en fait, votre histoire, elle s'inscrit dans quelque chose d'historique avec ce fameux grand H. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pays, des cultures qui ont des secrets de famille bien particuliers? Moi, je pensais, par exemple, spécifique. Toujours en préparant cette émission, j'ai pensé aux enfants volés sous la dictature argentine. Là, c'est un secret de famille érigé en mensonge national. Donc, on volait des enfants à des opposants politiques pour les placer dans des familles sans jamais rien leur dire. Et ça peut durer comme ça des décennies. Bien sûr. Et c'est un pays tout entier qui contribue. Quel déchirement quand on apprend la vérité. Hein. Imaginez ce qu'a été l'Allemagne d'après-guerre quand même. Vous imaginez, chaque jeune Allemand se demandait ce qu'avaient fait ses parents ou ses grands-parents pendant la guerre. Et ça a été l'occasion, évidemment, à la fois du côté des victimes et à la fois du côté, non pas des bourreaux, parce que la culpabilité ne connaît pas, mais des enfants et des générations suivantes. Ça a été l'occasion, évidemment, autant chez la génération des enfants de bourreaux comme des enfants de victimes, il y a eu les mêmes secrets, les mêmes difficultés. Et j'allais dire, et ça peut paraître choquant, que c'est quand même plus facile d'être enfant de victime qu'enfant de bourreau. Ouais. Et alors justement, sur qu'est-ce qui est le plus facile? C'est plus facile d'avoir un secret de famille national comme ça, ou d'avoir un secret de famille singulier, c'est-à-dire on va dire qu'est-ce qui est moins difficile, plutôt plus facile. Effectivement. Oui. C'est très difficile. Est-ce que ça change quelque chose de partager son secret avec des milliers d'autres personnes? Quand on peut le partager, c'est évidemment quelque chose qui soulage, je crois, parce que souvent on est seul avec son secret. Il y a une jolie formule qui dit que c'est pas mal d'être le gardien d'un secret, parce qu'après tout on se dit ça, il faut que je le protège des autres de ça, mais c'est autre chose d'en être le prisonnier. Or les gens qui grandissent sous un secret assez lourd sont prisonniers de ce secret. En ce qui me concerne, par exemple, on pourrait se dire, aujourd'hui, Philippe Grimbert, ça va, il en a fait quelque chose. Oui, c'est une chance que peut-être Cyrulnik appellerait résilience, c'est-à-dire faire de ce qui aurait pu devenir un empêchement, en faire une force, une source de création. Au fond, j'ai la chance d'avoir écrit un best-seller avec cette histoire. Vous en avez fait un objet littéraire, en réalité. Mais est-ce que vous êtes vraiment senti soulagé de savoir? Est-ce que la vie est mieux depuis que vous savez? Pour moi, il n'y a pas de doute que oui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et surtout parce que je mesure ce qui se serait passé si je n'avais pas eu la révélation de ce secret. C'est une bombe à retardement. Elle avait commencé à faire tic-tac déjà pendant mon adolescence, parce que j'étais quand même quelqu'un de très inhibé, d'extrêmement angoissé, avec toujours l'inquiétude sur mes proches, l'idée de la disparition possible d'un proche. Enfin, on voit bien comment l'écume du secret venait quand même me fouetter, il n'y a pas de doute. Donc, je pense que le fait de l'avoir appris, fût-ce par une gaffe, m'a quand même permis ensuite de faire un travail dessus. C'est pas tout de l'apprendre. Apprendre, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on vous dit ton père n'est pas ton père que tout va s'éclairer, tout va aller mieux. Il se trouve que je suis psychanalyste, ce qui veut dire que j'ai moi-même passé quelques siècles sur un divan avant de pouvoir exercer, et que sur ce divan en question, j'ai travaillé évidemment. Vous digérez cette histoire. J'ai digéré cette histoire. Je suis entré en analyse après l'avoir appris.
Si ça se trouve, si je ne l'avais pas appris, je n'aurais pas fait d'analyse. Je serais peut-être resté sur quelqu'un d'extraordinairement inhibé et peut-être aurais parce que j'ai pas fini l'énumération des effets. J'ai parlé de la répétition. Oui, la répétition possible, mais il y a aussi la somatisation. Beaucoup de gens qui sont sous le poids d'un secret finissent par le vivre dans leur corps. C'est-à-dire à créer des maladies, des pathologies. Alors parfois en écho avec je vais dire quelque chose qui va sembler énorme, mais je veux dire pourquoi pas faire de l'asthme ou étouffer quand on a eu quelqu'un de sa famille qui a été gazé à Auschwitz. Hein. Ouais. On peut très bien développer, si on ne le sait pas, ou inconsciemment, des pathologies de cet ordre-là. Des pathologies de cet ordre qui atteindront les poumons, qui atteindront le système respiratoire. Je caricature un peu, mais à peine. Hein. À peine. Et la troisième, n'oubliez pas la question que vous allez me poser, mais là, je parle de répétition, somatisation, et puis l'inhibition absolue. Pour moi, je pense que ça aurait été le risque majeur, parce que quand même, en dehors des matières littéraires dans lesquelles heureusement, j'avais là une issue, une chance d'avoir ce désir et cette capacité d'écrire. Sinon, je pense que, par exemple, j'étais nul en histoire. Pourquoi ? Impossible de mettre des dates en mémoire. Ouais. Impossible je suis tombé, et ça c'est vrai un problème avec le récit. Mais c'est avec la chronologie, parce qu'on a sauté une génération dans mon histoire. Mes parents avaient presque l'âge d'être, non, peut-être pas mes grands-parents, mais enfin quand même. On sautait une génération sans me dire pourquoi, et sans que je me pose la question de savoir pourquoi. Donc ça brouillait quelque chose. Ça brouillait quelque chose. Et donc, en histoire, j'y arrivais pas. Et l'événement qui m'a vraiment alerté, c'est qu'à l'oral du bac en français, c'est bien ma chance, je tombe sur Pierre Laval et la collaboration. Et je me trouve, pour la première fois de ma vie, dans une incapacité absolue d'articuler un mot. Ouais. Donc j'aurais pu rater mon bac, par exemple, dans une inhibition totale, sans même savoir pourquoi je ne pouvais pas répondre à cette question. Moi, je voudrais juste, je trouve ça super intéressant, mais je suis complètement fascinée par l'incidence physique, physiologique, ce que vous décriviez. C'est passionnant. Moi, je me suis rendu compte très récemment, là, je le disais au début du podcast, que je vis une période un peu particulière, mais que j'ai un truc, moi, à chaque événement familial, j'ai un problème aux yeux. J'ai notamment un œil qui se ferme complètement. Et je l'ai vécu il y a 10 ans quand il s'est passé quelque chose dans ma famille, et je l'ai vécu là quelques jours après la mort de mon père qui a eu lieu il y a à peine quelques semaines. Et j'ai vraiment donc c'est arrivé 3-4 fois je pense dans ma vie. Il se passe quelque chose dans ma famille, mes yeux se ferment, ils se gonflent et ils se ferment. Et c'est en discutant non pas avec un psy mais avec une copine qui me dit tu veux pas voir. Ah oui, parce que quand on dit fermer les yeux sur un problème, quand même. On va pas aller plus loin ici à l'antenne, mais il y a symboliquement, voilà. Ce qui est formidable, et passionnant, le corps parle, c'est que le corps parle, voilà. Et ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Freud, hein. Mais il est vrai que c'est extraordinaire ce qu'il a pu. Quand je pense à quel point on rejette aujourd'hui tous les acquis de Freud, alors qu'il nous a dit des choses absolument essentielles sur lesquelles on veut fermer les yeux aujourd'hui. Alors évidemment, dans cette époque de rendement, d'évaluation, de rapidité, d'effacement du symptôme à tout prix, on oublie complètement ce que le corps peut nous dire, et c'est risqué, c'est extrêmement dangereux que de refuser tout. Alors on peut discuter sur la durée de la psychanalyse, sur certains psychanalystes qui peut-être ont commis quelques excès, on en a connu, en particulier sur l'autisme, mais franchement, jeter l'enfant avec l'eau du bain comme on le fait aujourd'hui, toute la découverte freudienne est vouée aux gémonies. Il y a vraiment quelque chose de passionnant, et ce qu'il a découvert, que je trouve formidable, c'est le langage du corps, c'est-à-dire comment, moins spectaculairement aujourd'hui qu'autrefois, à l'époque de Freud, les analysants ou les hystériques arrivaient, si je puis dire, vierges sur le divan. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de connaissance de la psychanalyse. Donc, par exemple, une culpabilité masturbatoire pouvait déclencher une paralysie de la main. Ouais. Tout en disant, qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne peux plus me servir de main. Et Freud découvrait, en faisant parler, associer librement ses patientes, qu'évidemment, il y avait, cette patiente se punissait, ou ce patient, se punissait, parce qu'à l'époque, masturbation, châtiment, troubles pulmonaires, surdité, bref, en tout cas, il se punissait en s'interdisant complètement, et avec des vrais symptômes, sauf que ces symptômes n'étaient pas neurologiques. On ne trouvait rien. Sauf que la paralysie était réelle, il ne faisait pas semblant, hein. Il ne pouvait plus se servir de la main. Et également, il y a eu comme ça des symptômes oculaires spectaculaires. Ah oui, c'est fréquent ça. Ben oui. Le corps dit ce que les êtres ne disent pas. Voilà. Et c'est le corps qui parle, et on fait comme ça une
une coupure radicale, je trouve, aujourd'hui, en essayant de soigner le corps sans penser à l'incidence psychique que peuvent avoir tous ces symptômes. C'est fondamental de se dire que le corps et l'esprit sont en communication incroyable et que ce qui ne peut pas se dire avec les moyens du langage va se dire par somatisation. Et est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a des symptômes comme ça récurrents, mais de se demander si ça a un lien avec leur généalogie, de penser quand même systématiquement ou pas à ça? Je lui conseillerais d'abord, parce que ne soyons pas complètement... d'évacuer tout le côté... d'aller vérifier qu'il n'y a pas un virus qui se niche quelque part. Mais j'allais dire et même. Il faut faire le lien. Pourquoi est-ce que, vous savez, vous aurez remarqué souvent que on n'attrape pas la crève à n'importe quel moment. On ouvre d'une certaine façon la porte parfois au virus, aux infections, dans des moments de fragilité où quelque part on se laisse agresser par des microbes qui dans un autre moment n'auraient pas prise sur nous. Ça mérite quand même de s'interroger. Ça n'empêche pas de prendre quelques antibiotiques de temps en temps, mais il est vrai que le symptôme récurrent, celui de l'anniversaire en particulier, il mérite d'être interrogé. Si on peut faire l'économie de tomber malade chaque année à la même date, ça vaut le coup, non? Ouais. Et pour rester sur cette idée du corps, j'ai l'impression que la mort, c'est au cœur du secret de famille. C'est-à-dire que soit c'est une mort qui va déclencher une suite de révélations, etc., soit c'est la mort qui est elle-même cachée ou les origines de la mort. C'est récurrent, cette idée de la mort dans Absolument. dans le secret. Alors, surtout quand elle est... d'ailleurs, elle devient un secret de famille quand c'est une mort dramatique. Alors, bien sûr, la première, c'est le suicide. Là, il n'y a rien de tel, si je puis dire, qu'un suicide pour éveiller la culpabilité de toute la famille. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on lui a pas donné, qu'on aurait dû lui donner? Est-ce qu'on l'a assez aimé? Le suicide et les morts accidentelles aussi, beaucoup, non? Ça éveille la même culpabilité. Alors, moins de culpabilité quand c'est un accident de voiture, encore que il y a des morts accidentelles où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même ce qu'on appelle, nous, un acte manqué? Hélas, réussi dans ce cas-là, c'est-à-dire un suicide inconscient. Parfois, genre accident de voiture sur une route où il n'y a personne, et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est endormi ou est-ce que précipiter sa voiture contre un arbre? Bon. Mais en tout cas, le suicide, ça, c'est vraiment l'occasion pour une famille de faire le silence. Et d'ailleurs, j'ai un joli exemple, si je puis dire encore, de ce savoir inconscient. C'est un petit garçon qui passait son temps à demander à ses parents comment il est mort grand-père. Comment il est mort grand-père? Alors on dit, tu sais, il a été vieux. Sauf que à l'examen et avec un entretien avec les parents, j'ai appris que la mère m'a dit, mais vous savez, mon père s'est suicidé, on n'a jamais voulu lui dire. Et j'ai fait remarquer à cette mère que cet enfant ne disait pas quand est-ce qu'il est mort, grand-père, mais comment il est mort. Ce qui montre bien que quelque part, cet enfant questionnait sur les circonstances d'une mort et sentait déjà confusément. Donc là, il y a tout intérêt à dire. Quand on sent que l'enfant... C'est même notre guide. Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qui doit être la mesure de ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Je crois que si on est très attentif à la façon dont les enfants posent une question, on entend que la réponse est déjà en partie dedans et qu'il faut donner le coup de pouce supplémentaire. Et on peut mentir sur la manière dont est mort quelqu'un, on peut même mentir sur la mort même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier livre de Johann Sfar, le garçon qui fait des BD, qui écrit un bouquin qui s'appelle « Comment tu parles de ton père ?» et il raconte cette histoire qui est tellement dingue mais qui a dû arriver à plein de gens. Il a 3-4 ans. Il part en vacances avec son père et sa mère à la neige, dans une maison avec plusieurs étages. Son père et sa mère passent la nuit ensemble, au rez-de-chaussée. Ils font l'amour, etc. Et Johann, donc de 3-4 ans, dort quelques étages au-dessus. Et après cette nuit d'amour, le père monte dormir avec Johann, parce que la nounou les a lâchés. Et pendant cette nuit, la mère meurt. Soit d'un AVC, soit d'une rupture d'anévrisme, on ne le sait pas très bien. Mais donc elle meurt et on ne dira pas à cet enfant, donc à Johann Sfar, que sa maman est morte. On lui dit ta mère est partie en vacances. Et ça dure comme ça pendant 1 ou 2 ans, je crois, jusqu'à ce qu'un oncle, donc un tiers, lui dise on te ment, là, toute ta famille te ment, ta maman, elle est morte cette nuit-là, comme ça. Mais donc on a ce gamin qui voit les gens pleurer, qui voit des draps blancs sur les fauteuils, etc. et qui sait qu'un truc va pas, mais on lui dit pas. Ta mère est en vacances. Ça a été très longtemps entre les adoptions, les morts de parents, ils sont partis en voyage. Vous vous rendez compte que aujourd'hui ça nous semble évident, à l'époque peut-être pas, mais que c'est un abandon absolu. Alors la mort, c'est extrêmement... Alors, un mal pour un bien, encore une fois. Voilà. Dire à un enfant, ta mère est morte, elle a eu une maladie grave, elle a eu un accident vasculaire, elle a eu tout ce qu'il peut comprendre. Elle est morte. Elle est morte, c'est un mal.
c'est pour un bien, ça ne t'a pas abandonné. Ouais. Elle aurait aimé continuer à être avec toi. Alors qu'elle est partie en si elle est partie en vacances, vacances, et moi alors elle t'a laissé. Elle t'a laissé. Ouais. Donc on voit bien que là, le message est terrifiant pour un enfant. Mais comment on en vient à dire ça à un enfant? Parce que là, c'est pas que taire quelque chose, c'est du mensonge pur. Vous savez, le mensonge, indépendamment du fait que c'est pas beau de mentir, c'est toujours motivé par une douleur absolue. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas parler à un enfant de la mort. Alors sous couvert de mais l'enfant ne pourrait pas comprendre la mort, il ne sait pas ce que c'est. Alors qu'ils ils savent très bien. Ils savent très bien, et c'est très important de leur en parler. Mais c'est avant tout une façon de se protéger de sa propre angoisse. On ne peut pas dire. C'est une formule terrible de dire à un enfant: ton père est mort, ta mère est morte. C'est d'une violence absolue pour celui qui va le dire. Bien sûr, pour celui qui va l'entendre aussi. Sauf que quand on dit ton père est parti en voyage ou ta mère, c'est d'une violence bien plus grande encore. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut mesurer le mal pour le bien. Et celui qui va dire à l'enfant ta mère est partie en vacances, en tout cas celui qui va instaurer le secret, qui est-ce qui souffre le plus entre celui qui est victime du secret et celui qui le fabrique? J'ai envie de dire qu'il souffre autant. Mais oui, c'est une souffrance partagée. Malheureusement, elle n'est pas justement partagée parce que les conséquences sur l'enfant seront plus graves que les conséquences sur l'adulte qui ment. Lui, il se protège simplement. L'enfant, ça va handicaper son devenir. Un enfant qui pense pendant des années et qui peut-être va grandir avec l'idée que sa mère est partie sans lui dire au revoir, et partie en vacances, s'amuser en le laissant seul, les conséquences sur sa vie sentimentale, affective, sont gravissimes. Celui qui a menti, il s'est simplement déchargé d'une douleur et d'une impossibilité à dire. Alors, donc il faut dire, mais il y a aussi peut-être une question de timing. Comment on sait à quel moment il faut dire les choses? Voilà autant de questions auxquelles on ne peut pas répondre d'une façon extrêmement précise. Mais il est vrai que je crois que c'est le vocabulaire des enfants qui nous aide à comprendre comment dire les choses, même sur les questions de la sexualité. Il est important de dire à un enfant des choses constructives qui puisse lui permettre de vivre une sexualité épanouie et non culpabilisée, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire trop tôt. Le problème aujourd'hui, en effet, vous en parliez tout à l'heure, de cette façon, de cette transparence absolue, elle doit quand même tenir compte de la capacité de l'enfant à entendre certaines choses. Donc il faut être attentif aux signaux qui nous envoient, de je suis prêt à entendre ou je suis pas prêt. Et je crois qu'il y a des questions qui, si un enfant nous dit comment est-ce qu'on fait les enfants, tout simplement, c'est la question la plus classique. Et s'il pose la question, plutôt que de se lancer aussitôt dans il pourrait être très, se dire on va rien lui cacher, on va lui dire voilà comment ça se passe, ça peut être très traumatisant. Je veux dire, à un âge trop précoce, quand même, pour une petite fille, imaginer la pénétration, tout ça, c'est quand même un peu dur tout de suite. Donc ce qui est important, c'est de dire d'après toi, c'est tout bête, d'après toi. Ça, c'est une bonne astuce. Et si on voit que l'enfant vous dit l'enfant il est dans le ventre de la maman, déjà très bien, mais comment pourquoi est-ce qu'il est dans le ventre de la maman? Parce qu'ils se sont embrassés. C'est un peu vrai aussi, mais il y a d'autres choses à apprendre, mais c'est pas mal déjà. Tu es sur la bonne voie, voilà. Mais si l'enfant nous dit ils naissent dans les choux, c'est qu'il y a encore un peu de travail à faire, et c'est certainement pas passer directement des choux et des roses à la pénétration, à l'éjaculation, à la fécondation. C'est violent. Il faut. Donc je crois que d'après toi. Et là, vous aurez la mesure de ce que l'enfant est prêt à entendre. Et dans le cas d'une fratrie, je pense par exemple à une famille où on a un secret de famille, quel qu'il soit. Est-ce qu'on peut choisir de révéler les choses de manière différente à chaque enfant? En fonction de son âge, de son sexe, c'est ce qu'on fait pour le Père Noël. C'est-à-dire que quand il y a des aînés, on leur dit je te mets dans le secret, le Père Noël n'existe pas, mais laisse encore croire ton petit frère parce que c'est bien pour lui, c'est une jolie histoire, faut qu'il y croit encore. Par exemple, pour un secret de famille, je crois qu'on peut dire les choses de façon différente et parfois encore attendre un peu avec certains enfants trop jeunes avant de dire les choses. Ceci dit, on peut quand même, je crois, dire il s'est passé des choses graves, quelqu'un a beaucoup souffert, tu sais, ça a été dur pour lui. À l'enfant ensuite de éventuellement plus tard poser la question ou de s'en contenter éventuellement. Voilà. Je crois que c'est quand même important de lui laisser entendre
que la porte est ouverte s'il veut savoir. Oui, de pas Parce tout que le fermer, problème ouais. du secret, c'est que c'est une porte fermée qu'on n'ose pas franchir parce qu'on va faire mal souvent aux parents, parce qu'on sent que c'est une zone trop douloureuse Jusqu'au jour où pour on eux. décide de l'enfoncer. Voilà. Et alors, vaut mieux qu'on sache que les parents sont prêts à répondre. Je crois que c'est important. Tu sais, c'est passé des choses difficiles. Je n'ai pas très envie de t'en parler maintenant, mais si un jour tu as envie de savoir, tu pourras me poser quand même la question. Laisser la porte ouverte. Il y a un truc intéressant, sur Slate, on a un autre podcast qui s'appelle Transfert, où on demande aux gens de nous raconter des histoires. On s'est rendu compte très vite que ce que les gens ont envie de raconter, c'est un secret de famille. C'est le moment, ou en tout cas c'est l'avant et l'après. Et l'autre truc très récurrent, c'est l'âge. J'ai l'impression que au moment où ils deviennent des jeunes adultes, c'est souvent des gens qui ont 25-30 ans qui viennent nous dire bah voilà, moi à 25 ans, mon père m'a avoué qu'il était homosexuel. Ou à 25 ans, j'ai découvert que mon mec était obsédé par la pornographie. Et comme s'il y avait une étape charnière dans une vie où on a envie de savoir, ou alors où les autres ont envie que vous sachiez. Il y en a absolument, hein, entre la puberté, l'adolescence, la maturité, l'adulte, le moment où on devient parent. Oui. Même ça aussi. Alors là, ça c'est un vrai moment aussi. Alors là, une mère qui devient mère, bien sûr, bien sûr, devient mère. Oui, mais aussi des mères qui deviennent mères. Oui. Ça peut arriver aussi, bien sûr. Mais il y a quelque chose de fondamental dans ce moment-là, c'est-à-dire c'est un moment anniversaire incroyable. De sa propre naissance, de ses relations à ses propres parents. Donc ça réveille énormément de questions, d'interrogations, d'angoisse et de joie, mais bien sûr. Mais à l'adolescence aussi, bien sûr. Il y a le moment où quand même le questionnement est plus difficile parce qu'on est encore sous l'emprise des parents et que quand même cette influence parentale, elle va se minimiser, disons, enfin bon, un peu à l'adolescence, qui est un moment de remise en question de l'autorité parentale, le socle sur lequel ils étaient, le piédestal, je veux dire, il va s'effriter grandement. C'est même un peu la fonction de l'adolescence que de remettre en question ces figures parentales. Et quand on les remet en question, ça permet aussi d'aborder certains sujets qu'on n'aurait pas osé, qu'on n'aurait pas pu se permettre quand l'emprise des parents ou le silence implicitement demandé par les parents était à ce point prégnant. Ouais. Et je vais vous poser une question un peu perso, mais est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Comment est-ce que vous avez transmis votre secret de famille dont on a parlé à vos enfants autrement que par cet objet littéraire dont on parlait, autrement que par votre livre ? Mais il se trouve que, oui, quand j'ai écrit le livre, mes enfants avaient déjà... étaient déjà en âge de le lire, donc c'était pas des tout petits. Ce qui veut dire qu'avant, je leur en ai parlé, dès qu'ils ont été en âge de comprendre, je leur ai raconté l'histoire de leurs grands-parents. Mais comment ils vous ne les faites ont pas connus. Vous les prenez dans le salon et vous leur dites « Papa va vous raconter un truc ?» Comment on fait ? Ce soir, nous allons vous révéler l'histoire. Père Castor. Mais écoutez, c'est même pas possible de vous le dire. D'abord, je n'en ai aucun souvenir parce que ça s'est fait de façon naturelle, un peu comme en regardant des albums photos souvent. Au début, puisque mes parents n'ont pas eu la chance de connaître leurs petits-enfants et inversement. Du coup, j'ai très vite montré des photos de mes parents à mes enfants et immanquablement... C'est un très bon support, en fait. Immanquablement, on a raconté leur histoire, puis ils sont allés sur leur tombe. Enfin bon, ça s'est passé comme ça. Et évidemment, en racontant leur histoire, j'ai raconté d'abord... à la façon d'une histoire, ils se sont connus pendant une période très difficile, il y avait eu beaucoup de morts, ils avaient eu une vie avant, et puis ils avaient perdu les gens qu'ils aimaient, ils se sont aimés après. Bon voilà, donc j'ai raconté les choses comme on les raconte avec... on commence par un conte, d'une certaine façon, avec les enfants. Puis peu à peu, le conte révèle sa véritable nature, ce qui est la nature des contes, d'ailleurs, c'est de raconter des choses terribles d'une façon admissible par l'enfant, hein. Parce qu'ils sont quand même terribles, les contes. Hein. Et est-ce que vous avez eu l'impression, du coup, de briser le cercle du secret, absolument. De mettre fin à un truc ? Absolument. Ça n'a pas été sans effet, d'ailleurs, parce qu'il y a une partie de ma famille, ce qui est assez curieux, j'ai très peu de famille, mais enfin, disons, le peu de famille que j'avais encore, qui étaient des gens plus âgés que moi, qui ont fait partie du cercle du secret, la société secrète, qui ne me disait rien. Les membres du club. Ils ont rompu tout contact avec moi. C'est vrai. Mais je crois que le fait que j'ai écrit un livre, ça passait encore, mais alors le film, ça a été... C'est étonnant parce que je suis absolument en première ligne. Je suis fils unique, ce sont mes parents. Eux ne sont concernés que de loin. Et ils ont été quand même manifestement heurtés par le fait que j'en fasse quelque chose d'autre. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas que rompu le cercle du secret, vous l'avez aussi... vous en avez fait une public... Oui, vous l'avez rendu public. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez dit, là, en fait, je vais donner à voir ce que j'ai vu, Deux choses. D'abord, j'étais déjà, évidemment, depuis longtemps, psychanalyste. Vous savez que
il y a ce qu'on appelle une sorte de devoir de réserve du psychanalyste qui, en principe, ne raconte pas sa vie à ses patients. Bien sûr que je ne raconte pas ma vie à mes patients, mais j'ai quand même raconté une partie de ma vie. Et il a fallu que je me dise que j'étais prêt à le faire et que j'étais prêt à en assumer les conséquences dans ma clientèle, comme on dit. Sinon, je n'aurais pas écrit ce livre ou je l'aurais écrit sous pseudo, ce qui aurait été vraiment contraire au projet même du livre. Ça annule, c'est pas possible. Ça annule l'idée de ouais. ceux qu'on joue avec l'orthographe du nom de famille dans ce livre, donc il fallait que ce soit en mon nom. J'étais prêt à le faire, ça c'est sûr, c'était sûr. Et en plus, je pense que ce livre n'est pas impudique dans la mesure où, ce qui serait très gênant pour les analysants qui me font confiance, c'est que tout à coup j'écrive un livre qui s'appelle La vie sexuelle de Philippe Grimbert, vous voyez, comme La vie sexuelle de Catherine M. Je veux dire que là, les patients, c'est insupportable pour eux. Ouais, c'est étrange. Donc ça, je ne l'aurais évidemment pas fait. Mais l'histoire d'un secret, qui est l'histoire d'un adolescent qui traverse ce qu'est le poids d'un secret, avec écrit roman sous le titre, ça leur dit quelque chose. Ça laissait le champ libre, et ça n'a eu d'ailleurs aucun effet négatif, mais d'abord parce que je l'assumais pleinement. Donc. Et deuxièmement, le fait que la part la plus secrète de mon histoire soit devenue la part la plus publique, puisque j'ai la chance que ce livre soit devenu un best-seller, c'est quand même, pour un auteur, c'est quand même une joie, on va pas dire le contraire. C'est une satisfaction intellectuelle. Je crois qu'il n'y a pas cette idée de mon Dieu, ma part la plus secrète est devenue... Non, c'est une excitation intellectuelle. Ce qui aurait pu être un empêchement est devenu une cause de succès. Devient quelque chose de moteur. Voilà. Est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent et qui ont un secret de famille qu'ils ont percé, d'en faire un objet culturel ou autre, mais de le matérialiser? Oui, ça m'arrive souvent parce que quand on bute parfois en analyse sur quelque chose qui paraît indépassable et que la personne a la chance d'avoir entre les mains, que ce soit la peinture, l'écriture ou je sais pas, quelque chose de créateur, je conseille toujours. Ça fait du bien. Je dis pas la seule solution c'est de faire un best-seller, hein. Ce serait facile. Non, mais de dire faites-en quelque chose. Ouais. Alors souvent l'écriture, c'est vrai que c'est mon outil privilégié, donc j'ai peut-être tendance à le privilégier aussi quand je conseille quelque chose à ceux qui viennent me voir, mais ça peut être c'est déjà une façon de l'ordre de la création. Voilà, parce que c'est une façon de sortir cet objet toxique de soi et d'en faire un objet et qu'on peut transmettre du coup aux générations et regardable suivantes. Par tous. Ouais. Et parce que souvent on n'est pas le seul concerné par un secret, ça concerne de fait la famille ou en tout cas par exemple une fratrie. Moi je sais que on se disait il faut en faire un objet culturel, quelque chose, mais j'aurais l'impression de trahir, par exemple, mes frères et sœurs, si moi je racontais demain dans mon bouquin, voilà, il s'est passé ça. Il se trouve que j'ai deux exemples de personnes, d'auteurs, à qui cette mésaventure est arrivée. En ce qui me concerne d'abord, c'était relativement simple, même si, comme je vous dis, ça a créé quelques remous, mais lointains, ce sont de lointains cousins qui ont 10, 15 ans de plus que moi. C'était pas très grave. Je suis fils unique, j'étais le seul concerné par ce secret, et si ce secret devait avoir des effets douloureux, c'était sur moi qui s'exercerait, pas sur les cousins qui ont souffert, qui ont trouvé tout ça extrêmement triste, mais qui n'ont pas été directement, d'abord ce n'était pas un secret pour eux. Donc j'étais le seul concerné. Donc je n'ai pas eu à me poser la question. En revanche, quelqu'un comme Delphine de Vigan, qui a écrit ce livre sur sa mère, et qui n'est pas fille unique, elle a expliqué à quel point ça avait été pour sa famille extrêmement difficile d'admettre qu'elle écrive sur leur mère. On lui en a voulu dans sa famille. Noël Châtelet, qui a écrit la dernière leçon où elle raconte le suicide programmé, annoncé de sa mère, elle n'est pas fille unique, comme chacun sait, et elle a eu aussi quelques soucis avec sa fratrie, qui dit, mais tu racontes l'histoire de notre mère. Alors c'est vrai que personne ne peut me dire, tu as raconté l'histoire de nos parents, puisque je n'ai raconté l'histoire que de mes parents. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut se débarrasser des autres? Mais les deux ont dit, mais comment les deux ont d'ailleurs répondu, comment je puis faire autrement? C'est mon livre, il me concerne, c'est mon histoire, c'est mon regard sur ma mère, et non pas sur notre mère. Ils s'en sont sortis comme ça, mais il est vrai que ça leur a posé de gros problèmes, et que quand il y a eu un secret ou quelque chose de non dit, toute la famille est tenue par une sorte de pacte de silence, et quand quelqu'un le rompt, forcément il va être l'objet d'une agressivité. On commence d'abord par lui en vouloir. On commence par lui en vouloir, mais ça peut parce qu'il a rompu le aussi. Pacte. Alors j'espère que ça change ensuite. En ce qui me concerne, ça a été à minima, puisque la famille était à minima. Mais pour d'autres, ça peut être une épreuve supplémentaire à vivre, en effet. De conflit. De conflit.
Alors pour chaque podcast, on a envie de parler d'un objet culturel, on en parlait, qui fait le pont avec notre discussion. Alors là, vous allez dire que je me suis pas foulée, mais il y a un film qui est sorti il y a quelques semaines, qui est toujours en salle d'ailleurs, et qui raconte un peu en creux tout ce qu'on vient de se dire. C'est le dernier Xavier Dolan qui s'appelle Juste la fin du monde. C'est un peu dur de raconter sans spoiler, sans déflorer le film, et donc c'est l'histoire de Louis, qui est joué par Gaspard Graou-Ulliel, qui est très très sexy. Donc il revient dans sa famille après plusieurs années d'absence, de distance, et donc il fait tout ce chemin, et ce cheminement pour leur annoncer quelque chose d'assez lourd, je dis pas quoi. Il y a une scène où Louis appelle un copain et il dit j'ai peur d'eux. Et ce j'ai peur d'eux, ça veut tout dire, c'est j'ai peur de leur réaction, j'ai peur de exactement ce dont on vient de se parler. Donc il a peur de l'idée qu'ils seront incapables d'entendre ce qu'il a raconté. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le film et sur l'histoire de ce film, il y a un très très beau texte sur lequel est basé ce film de Jean-Luc Lagarce qui est disponible en librairie, qui est très beau. Et il est vrai que si on parle de Juste la fin du monde, moi je repense à un film dont je ne me souviens plus du nom du réalisateur, mais qui s'appelait Festen, Ouais, qui est un film d'une sûr. violence incroyable, où en effet, un membre d'une famille, au cours d'un repas, décide d'évoquer très directement les abus sexuels dont le père s'est rendu coupable devant toute la famille, et ça devient... Et ça explose littéralement. Ça lui retombe sur la gueule, si on peut dire. Hein. Mais je ne suis pas prêt d'oublier, comme quoi chaque film nous renvoie à un petit détail incroyable, c'est le petit coup de couteau sur le verre pour demander le silence, Ouais. qui va inaugurer, c'est le fils qui tape sur un verre pour demander le silence, et ça va inaugurer ce déferlement incroyable de violence et d'horreur. Merci beaucoup Philippe Grimbert, c'est la fin de ce podcast intitulé Les Sales Gosses. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur Slate.fr et sur Audible, et vous pouvez également retrouver l'autre podcast de Slate.fr qui s'appelle Transfert. Merci et au mois prochain. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. De famille bien particulier, moi je pensais par exemple spécifique, toujours en préparant cette émission, j'ai pensé aux enfants volés sous la dictature argentine. Là, c'est un secret de famille érigé en mensonge national. Donc on volait des enfants à des opposants politiques pour les placer dans des familles sans jamais rien leur dire. Et ça peut durer comme ça des décennies. Bien sûr. Et c'est un pays tout entier qui contribue. Quel déchirement quand on apprend la vérité. Hein. Imaginez ce qu'a été l'Allemagne d'après-guerre quand même. Bien sûr. Vous imaginez, aussi. Chaque jeune Allemand se demandait ce qu'avaient fait ses parents ou ses grands-parents pendant la guerre. Et ça a été l'occasion, évidemment, à la fois du côté des victimes et à la fois du côté, non pas des bourreaux, parce que la culpabilité ne connaît pas, hein, mais des enfants et des générations suivantes. Ça a été l'occasion, évidemment, autant chez la génération des enfants de bourreaux comme des enfants de victimes, il y a eu les mêmes secrets, les mêmes difficultés. Et j'allais dire, et ça peut paraître choquant, que c'est quand même plus facile d'être enfant de victime qu'enfant de bourreau. Ouais. Et alors justement, sur qu'est-ce qui est le plus facile, c'est plus facile d'avoir un secret de famille national comme ça, ou d'avoir un secret de famille singulier, c'est-à-dire sa propre histoire. Qu'est-ce qui est moins difficile, plutôt plus facile. Effectivement. Oui. C'est très difficile. Est-ce que ça change quelque chose de partager son secret avec des milliers d'autres personnes ? Quand on peut le partager, c'est évidemment quelque chose qui soulage, hein, je crois, parce que souvent on est seul avec son secret. Il y a une jolie formule qui dit que c'est pas mal d'être le gardien d'un secret, parce qu'après tout on se dit ça, il faut que je le protège des autres de ça, mais c'est autre chose d'en être le prisonnier. Or les gens qui grandissent sous un secret assez lourd sont prisonniers de ce secret. En ce qui me concerne, par exemple, on pourrait se dire, aujourd'hui, Philippe Grimbert, ça va, il en a fait quelque chose. Oui, c'est une chance que peut-être Cyrulnik appellerait résilience, c'est-à-dire faire de ce qui aurait pu devenir un empêchement, en faire une force, une source de création. Au fond, j'ai la chance d'avoir écrit un best-seller avec cette histoire. Vous en avez fait un objet littéraire, en réalité. Mais est-ce que vous êtes vraiment senti soulagé de savoir ? Est-ce que la vie est mieux depuis que vous savez ? Pour moi, il n'y a pas de doute que oui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et surtout parce que je mesure ce qui se serait passé si je n'avais pas eu la révélation de ce secret. C'est une bombe à retardement. Elle avait commencé à faire tic-tac déjà pendant mon adolescence, parce que j'étais quand même quelqu'un de très inhibé, d'extrêmement angoissé, avec toujours l'inquiétude sur mes proches, l'idée de la disparition possible d'un proche. Enfin, on voit bien comment l'écume du secret venait quand même me fouetter, hein, il n'y a pas de doute. Donc je pense que le fait
fait de l'avoir appris, fût-ce par une gaffe, m'a quand même permis ensuite de faire un travail dessus. C'est pas tout de l'apprendre. Apprendre, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on vous dit ton père n'est pas ton père que tout va s'éclairer, tout va aller mieux. Il se trouve que je suis psychanalyste, ce qui veut dire que j'ai moi-même passé quelques siècles sur un divan avant de pouvoir exercer. Et que quand on nous révèle quelque chose, on se dit souvent, en fait, je l'ai toujours su. Alors ça, c'est une chose incroyable et qui se vérifie à chaque fois. Je l'ai connu personnellement, puisque j'ai été moi-même, j'ai grandi sous le poids, comme on dit, sous antibiotiques, moi, sous secret, sous le poids d'un secret familial. Et au moment où on apprend, où la révélation se fait, on est partagé, et beaucoup de mes analysants, comme on dit dans notre jargon, qui n'ont pas tous des secrets de famille absolument terrifiants, mais quand ils en ont et que la révélation se fait, il y a toujours ce double sentiment. On est à la fois bouleversé. Comment est-ce possible? Il y avait ça dans ma famille, sidéré, et en même temps, mais au fond, je crois que je l'ai toujours su. Et alors ça ne fait défaut chez personne. C'est toujours, au fond, ce sentiment de familiarité. Je l'ai toujours su. Il y a quelque part une familiarité avec ce secret qui nous montre bien qu'un secret, d'une façon inconsciente, latente, est toujours là, présent, et qu'il transpire, toujours. Comme une source dont on empêcherait, c'est toujours cette image qui me vient, évidemment, elle est un peu classique, mais vous essayez d'empêcher cette source de jaillir à un endroit, et elle ruisselle de tous les côtés. Ça fait signe partout. Alors, je ne vais pas vous analyser, mais vous parlez de votre expérience personnelle. C'est déjà fait. Et je pense, et justement, je voulais que vous m'en disiez un peu plus sur votre livre que j'ai lu, moi, au moment de sa sortie. Ça a fait l'objet d'un film aussi qui est très beau, d'ailleurs. Oui. Alors ça, c'est-à-dire que il se trouve que j'ai grandi et passé toute mon enfance et mon adolescence sans savoir, mais avec ce savoir insu dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, quelque part, je le pressentais, puisque quand ça m'a été révélé, j'ai eu ce double sentiment de sidération et de familiarité. Et je ne savais pas que mes origines étaient juives, par exemple. Tout ça était complètement caché. J'avais été baptisé, tout ça avait été enterré sous le rituel catholique. On ne mangeait pas cachère à la maison. M'est arrivé dans un tiroir et dans un placard de découvrir quand même un chandelier qui me semblait pas complètement catholique, mais allez donc savoir pourquoi. La dissimulation aucune était question, voilà. Mais ça faisait signe quand même. Ça faisait signe. Ou une petite spécialité culinaire de temps en temps, quand même du pain azim frit dans de l'œuf battu, c'est très bon d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est pas complètement dans nos traditions. Bref, je ne savais rien de mes origines, et ce que je ne savais surtout pas, c'était les circonstances de la rencontre de mes parents et de ma conception, qui sont un véritable drame. Alors là, évidemment, parce la petite histoire de mes parents se mélange à la grande histoire, comme disait Georges Perec, avec un grand H, ou avec une grande H, c'est-à-dire avec la terrifiante histoire de la Shoah, puisque la première épouse de mon père et son fils, dont j'ignorais l'existence jusqu'à mon adolescence, sont morts tous les deux à Auschwitz, donc ont été assassinés à Auschwitz. C'est vrai que la tendance de dire ils sont morts à Auschwitz, on pourrait penser qu'ils avaient attrapé une maladie. Non, ils ont été assassinés à Auschwitz. Et le premier mari de ma mère et peut-être aurais-je eu, parce que j'ai pas fini l'énumération des effets. J'ai parlé de la répétition, la répétition possible, mais il y a aussi la somatisation. Beaucoup de gens qui sont sous le poids d'un secret finissent par le vivre dans leur corps, c'est-à-dire à créer des maladies, des pathologies, alors parfois en écho avec je vais dire quelque chose qui va sembler énorme, mais je veux dire, pourquoi pas faire de l'asthme ou étouffer quand on a eu quelqu'un de sa famille qui a été gazé à Auschwitz. On peut très bien développer, si on ne le sait pas, ou inconsciemment, des pathologies de cet ordre qui atteindront les poumons, qui atteindront le système respiratoire. Je caricature un peu, mais à peine. Et la troisième, n'oubliez pas la question que vous allez me poser, mais là, je parle de répétition, somatisation, et puis l'inhibition absolue. Pour moi, je pense que ça aurait été le risque majeur, parce que quand même, en dehors des matières littéraires dans lesquelles heureusement, j'avais là une issue, une chance d'avoir ce désir et cette capacité d'écrire. Sinon, je pense que, par exemple, j'étais nul en histoire. Pourquoi ? Impossible de mettre des dates en mémoire. Impossible je suis tombé, et ça c'est vrai un problème avec le récit. Mais c'est avec la chronologie, parce qu'on a sauté une génération dans mon histoire. Mes parents avaient presque l'âge d'être, non, peut-être pas mes grands-parents, mais enfin quand même, on sautait une génération sans me dire pourquoi, et sans que je me pose la question de savoir pourquoi. Donc ça brouillait quelque chose. Ça brouillait quelque chose. Et donc, en histoire, j'y arrivais pas. Et l'événement qui m'a vraiment alerté, c'est qu'à l'oral du bac en français, c'est bien ma chance, je tombe sur Pierre Laval et la collaboration.
et je me trouve, pour la première fois de ma vie, dans une incapacité absolue d'articuler un mot. Ouais. Donc j'aurais pu rater mon bac, par exemple, dans une inhibition totale, sans même savoir pourquoi je ne pouvais pas répondre à cette question. Moi, je voudrais juste, je trouve ça super intéressant, mais je suis complètement fascinée par l'incidence physique, physiologique, ce que vous décriviez. C'est passionnant. Moi, je me suis rendu compte très récemment, là, je le disais au début du podcast, que je vis une période un peu particulière, mais que j'ai un truc, moi, à chaque événement familial, j'ai un problème aux yeux. J'ai notamment un œil qui se ferme complètement. Et je l'ai vécu il y a 10 ans quand il s'est passé quelque chose dans ma famille, et je l'ai vécu là quelques jours après la mort de mon père qui a eu lieu il y a à peine quelques semaines. Et j'ai vraiment donc c'est arrivé 3-4 fois je pense dans ma vie. Il se passe quelque chose dans ma famille, mes yeux se ferment, ils se gonflent et ils se ferment. Et c'est en discutant non pas avec un psy mais avec une copine qui me dit tu veux pas voir. Ah oui, parce que quand on dit fermer les yeux sur un problème, quand même. On va pas aller plus loin ici à l'antenne, mais il y a symboliquement, voilà. Ce qui est formidable, et passionnant, le corps parle, c'est que le corps parle, voilà. Et ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Freud, hein. Mais il est vrai que c'est extraordinaire ce qu'il a pu. Quand je pense à quel point on rejette aujourd'hui. En ce qui me concerne, par exemple, on pourrait se dire, aujourd'hui, Philippe Grimbert, ça va, il en a fait quelque chose. Oui, c'est une chance. Que peut-être Cyrulnik appellerait résilience, c'est-à-dire faire de ce qui aurait pu devenir un empêchement, en faire une force, une source de création. Au fond, j'ai la chance d'avoir écrit un best-seller avec cette histoire. Vous en avez fait un objet littéraire, en réalité. Mais est-ce que vous êtes vraiment senti soulagé de savoir ? Est-ce que la vie est mieux depuis que vous savez ? Pour moi, il n'y a pas de doute que oui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et surtout parce que je mesure ce qui se serait passé si je n'avais pas eu la révélation de ce secret. C'est une bombe à retardement. Elle avait commencé à faire tic-tac déjà pendant mon adolescence, parce que j'étais quand même quelqu'un de très inhibé, d'extrêmement angoissé, avec toujours l'inquiétude sur mes proches, l'idée de la disparition possible d'un proche. Enfin, on voit bien comment l'écume du secret venait quand même me fouetter, hein, il n'y a pas de doute. Donc, je pense que le fait de l'avoir appris, fût-ce par une gaffe, m'a quand même permis ensuite de faire un travail dessus. C'est pas tout de l'apprendre. Apprendre, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on vous dit ton père n'est pas ton père que tout va s'éclairer, tout va aller mieux. Il se trouve que je suis psychanalyste, ce qui veut dire que j'ai moi-même passé quelques siècles sur un divan avant de pouvoir exercer, et que sur ce divan en question, j'ai travaillé évidemment. Vous digérez cette histoire. J'ai digéré cette histoire. Je suis entré en analyse après l'avoir appris. Si ça se trouve, si je ne l'avais pas appris, je n'aurais pas fait d'analyse. Je serais peut-être resté sur quelqu'un d'extraordinairement inhibé et peut-être aurais-je eu... Parce que je n'ai pas fini l'énumération des effets. J'ai parlé de la répétition. Oui, la répétition possible, mais il y a aussi la somatisation. Beaucoup de gens qui sont sous le poids d'un secret finissent par le vivre dans leur corps. C'est-à-dire à créer des maladies, des pathologies. Alors parfois en écho avec le... Je vais dire quelque chose qui va sembler énorme, mais je veux dire pourquoi pas faire de l'asthme ou étouffer quand on a eu quelqu'un de sa famille qui a été gazé à Auschwitz. Hein. On peut très bien développer, si on ne le sait pas, ou inconsciemment, des pathologies de cet ordre-là. Des pathologies de cet ordre qui atteindront les poumons, qui atteindront le système respiratoire. Je caricature un peu, mais à peine. Hein. À peine. Et la troisième. N'oubliez pas la question que vous allez me poser. Oui. Mais là, je parle de répétition, somatisation, et puis l'inhibition absolue. Pour moi, je pense que ça aurait été le risque majeur, parce que quand même, en dehors des matières littéraires dans lesquelles heureusement, j'avais là une issue, une chance d'avoir ce désir et cette capacité d'écrire. Sinon, je pense que, par exemple, j'étais nul en histoire. Pourquoi ? Impossible de mettre des dates en mémoire. Impossible je suis tombé, et ça c'est vrai un problème avec le récit. Mais c'est avec la chronologie, parce qu'on a sauté une génération dans mon histoire. Mes parents avaient presque l'âge d'être, non, peut-être pas mes grands-parents, mais enfin quand même. On sautait une génération sans me dire pourquoi, et sans que je me pose la question de savoir pourquoi. Donc ça brouillait quelque chose. Ça brouillait quelque chose. Et donc, en histoire, j'y arrivais pas. Et l'événement qui m'a vraiment alerté, c'est qu'à l'oral... Le suicide et les morts accidentelles aussi, beaucoup, non ? Ça éveille la même culpabilité. Alors, moins de culpabilité quand c'est un accident de voiture, encore qu'il y a des morts accidentelles où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même ce qu'on appelle, nous, un acte manqué, hélas, réussi dans ce cas-là, c'est-à-dire un suicide inconscient. Hein. Parfois, genre... accident
accident de voiture sur une route où il n'y a personne, et on se dit qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est endormi, ou est-ce qu'il a précipité sa voiture contre un arbre. Ouais. Bon. Mais en tout cas, le suicide, ça, c'est vraiment l'occasion pour une famille de faire le silence. Et d'ailleurs, j'ai un joli exemple, si je puis dire encore, de ce savoir inconscient. C'est un petit garçon qui passait son temps à demander à ses parents comment il est mort grand-père. Bon, comment il est mort grand-père. Alors on dit, tu sais, il a été vieux. Bon, sauf que à l'examen et avec un entretien avec les parents, j'ai appris que la mère m'a dit, mais vous savez, mon père s'est suicidé, on n'a jamais voulu lui dire. Et j'ai fait remarquer à cette mère que cet enfant ne disait pas quand est-ce qu'il est mort, grand-père, mais comment il est mort. Ouais. Ce qui montre bien que quelque part, cet enfant questionnait sur les circonstances d'une mort, il sentait déjà confusément. Donc là, il y a tout intérêt à dire. Quand on sent que l'enfant... C'est même notre guide. Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qui doit être la mesure de ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Je crois que si on est très attentif à la façon dont les enfants posent une question, on entend que la réponse est déjà en partie dedans et qu'il faut donner le coup de pouce supplémentaire. Et on peut mentir sur la manière dont est mort quelqu'un, on peut même mentir sur la mort même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier livre de Johann Sfar, le garçon qui fait des BD, qui écrit un bouquin qui s'appelle « Comment tu parles de ton père ?» et il raconte cette histoire qui est tellement dingue mais qui a dû arriver à plein de gens. Il a 3-4 ans. Il part en vacances avec son père et sa mère à la neige, dans une maison avec plusieurs étages. Son père et sa mère passent la nuit ensemble, au rez-de-chaussée. Ils font l'amour, etc. Et Johan, donc de 3-4 ans, dort quelques étages au-dessus. Et après cette nuit d'amour, le père monte dormir avec Johan, parce que la nounou les a lâchés. Et pendant cette nuit, la mère meurt. Soit d'un AVC, soit d'une rupture d'anévrisme, on ne le sait pas très bien. Mais donc elle meurt et on ne dira pas à cet enfant, donc à Johann Sfar, que sa maman est morte. On lui dit ta mère est partie en vacances. Et ça dure comme ça pendant 1 ou 2 ans, je crois, jusqu'à ce qu'un oncle, donc un tiers, lui dise on te ment, là, toute ta famille te ment, ta maman, elle est morte cette nuit-là, comme ça. Mais donc on a ce gamin qui voit les gens pleurer, qui voit des draps blancs sur les fauteuils, etc. et qui sait qu'un truc va pas, mais on lui dit pas. Ta mère est en vacances. Ça a été très longtemps entre les adoptions, les morts de parents, ils sont partis en voyage. Vous vous rendez compte que aujourd'hui ça nous semble évident, à l'époque peut-être pas, mais que c'est un abandon absolu. Alors la mort, c'est extrêmement... un mal pour un bien, encore une fois. Voilà. Ouais. Dire à un enfant, ta mère est morte, elle a eu une maladie grave, elle a eu un accident vasculaire, elle a eu tout ce qu'il peut comprendre, elle est morte. Elle est morte, c'est un mal, c'est pour un bien, ça ne t'a pas abandonné. Ouais. Elle aurait aimé continuer à être avec toi. Alors qu'elle est partie en vacances, et qu'une mère vienne toujours vérifier qu'il est vivant. Ça lui montre à lui sa fragilité absolue. Et on voit beaucoup d'enfants très angoissés, de façon contagieuse par l'angoisse de la mère. Parce que dire à un enfant sans arrêt, fais attention, couvre-toi bien, est-ce que tu as bien fait attention aujourd'hui, c'est lui dire qu'est-ce que tu es fragile, tu risques de mourir à tout instant. Ouais. Donc le fragiliser. Et c'est là qu'on fragilise l'enfant et que l'angoisse maternelle, elle se transmet d'une façon incroyable. Et ça ne reste pas l'angoisse de la mère, ça devient l'angoisse de l'enfant aussi. Et vous disiez il y a 5 minutes, un secret, c'est jamais totalement un secret. Ça veut dire ça, en fait, que le secret, il peut transpirer physiquement sur le corps. Donc c'est ce qui fait que quand on nous révèle quelque chose, on se dit souvent, en fait, je l'ai toujours su. Alors ça, c'est une chose incroyable et qui se vérifie à chaque fois. Je l'ai connu personnellement, puisque j'ai été moi-même, j'ai grandi sous le poids, comme on dit, sous antibiotiques, sous secret, sous le poids d'un secret familial. Et au moment où on apprend, où la révélation se fait, on est partagé, et beaucoup de mes analysants, comme on dit dans notre jargon, qui n'ont pas tous des secrets de famille absolument terrifiants, mais quand ils en ont et que la révélation se fait, il y a toujours ce double sentiment. On est à la fois bouleversé, comment est-ce possible? Il y avait ça dans ma famille, sidéré, et en même temps, mais au fond, je crois que je l'ai toujours su. Et alors ça ne fait défaut chez personne. Ouais, c'est toujours, au fond, ce sentiment de familiarité. Je l'ai toujours su. Il y a quelque part une familiarité avec ce secret qui nous montre bien qu'un secret, d'une façon inconsciente, latente, est toujours là, présent, et qu'il transpire, toujours. Comme une source dont on empêcherait, c'est toujours cette image qui me vient, évidemment, elle est un peu classique, mais vous essayez d'empêcher cette source de jaillir à un endroit, et elle ruisselle de tous les côtés. Ça fait signe partout. Alors, je ne vais pas vous analyser, mais vous parlez de votre expérience personnelle. C'est déjà fait. Et je pense, et justement, je voulais que vous m'en disiez un peu plus sur votre livre que j'ai lu, moi, au moment de sa sortie. Ça a fait l'objet d'un film aussi qui est très beau, d'ailleurs. Oui. Alors ça, c'est-à-dire que il se trouve que j'ai grandi et passé toute mon enfance et mon adolescence sans savoir, mais avec ce savoir insu dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque part, je le pressentais, puisque quand ça m'a été révélé,
j'ai eu ce double sentiment de sidération et de familiarité. Et je ne savais pas que mes origines étaient juives, par exemple. Tout ça a été complètement caché. J'avais été baptisé, tout ça avait été enterré sous le rituel catholique. On ne mangeait pas cachère à la maison. M'est arrivé dans un tiroir, dans un placard, de découvrir quand même un chandelier qui me semblait pas complètement catholique, mais allez donc savoir pourquoi. La dissimulation aucune était question, voilà. Mais ça faisait signe quand même. Ça faisait signe. Ou une petite spécialité culinaire de temps en temps, quand même du pain azim frit dans de l'œuf battu, c'est très bon d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est pas complètement dans nos traditions. Bref, je ne savais rien de mes origines, et ce que je ne savais surtout pas, c'était les circonstances de la rencontre de mes parents et de ma conception. Attends. Oui, je crois. Je suis assez discipliné finalement. Et puis j'aurais tendance peut-être à faire, bien que nettement plus âgé que votre fille, à faire un peu la police aussi. Ça m'énerve quand les gens ne respectent pas les gens. Oui. Puis ça fait du bien de respecter aussi. C'est vrai. Et donc, sur cette question des secrets de famille qui nous préoccupe aujourd'hui, moi j'ai une première question. En fait, assez simple, parce que ça va pas de soi. C'est quoi un secret de famille? À partir de quand on peut dire qu'un secret, donc quelque chose qui est tu, devient un secret de famille? Moi, je me rappelle qu'un jour, on m'a expliqué qu'à la première génération, c'est un non-dit et que ça devient un secret de famille à la deuxième génération. Est-ce que c'est vraiment ça? Alors, il y a plusieurs façons de définir le secret de famille. La plus imagée, c'est peut-être, tout à l'heure, vous évoquiez la poussière sous le tapis. À ceci près qu'un secret de famille, c'est plus que de la poussière sous un tapis. C'est une mine antipersonnelle qui risque d'exploser à tout moment, et surtout, en effet, quelques générations plus tard. Un silence se fait sur une question terrible, pour la famille en tout cas. Un silence se fait qui se transmet de génération en génération et qui a souvent des effets extrêmement pervers sur les générations suivantes. Quelqu'un, tout à coup, devient le paratonnerre, c'est-à-dire un enfant, un membre de la famille, reçoit quelque part ce silence, qui n'en est pas un complètement, de plein fouet, et finalement, il produit des symptômes, des difficultés, des empêchements. Un secret de famille, en effet, c'est quelque chose de très fréquent. J'ai presque envie de dire, et c'est vrai que secret de famille, c'est presque un pléonasme. Ouais, parce que ça veut dire que toutes les familles ont des secrets, mais oui, en fait. Bien évidemment. Non pas parce qu'il faut que ce soit un événement terrible pour créer du secret de famille, mais parce que le moteur même du secret de famille, c'est quelque chose de l'ordre des sentiments les plus humains et les plus partagés par tous. La honte, la culpabilité, la douleur, l'empêchement, des choses que toute famille évidemment traverse, parce que les événements familiaux, les deuils, les conflits, les brebis galeuses créent des zones de silence dans les familles qui sont extrêmement fréquentes. C'est pour ça que je dis que secret de famille, c'est un pléonasme, parce que toute famille, en effet, secrète du secret. Ouais. Alors, secret de famille, ça peut rester comme ça, un peu vague. Moi, j'ai envie de poser une question très concrète. C'est quoi le secret de famille le plus grave, celui qui a pesé le plus lourd, dont vous avez entendu parler dans votre vie personnelle ou dans votre boulot? Alors, c'est difficile à déterminer. Je dirais que le secret de famille le plus grave, c'est l'inceste. Ça, c'est le tabou absolu, vraiment. Et quand il est franchi, ça crée vraiment une zone de silence absolu, avec quelque chose d'incroyablement pervers, c'est-à-dire, ça va paraître violent, ce que je vais dire, mais la personne qui a été victime d'abus sexuels et qui la tue, et toute la famille en général participe ou même est complice du silence qui se fait autour de ce franchissement incroyable d'un tabou, et ça crée quelque chose de comparable à ce qu'ont pu décrire, c'est pour ça que je dis que ça va être violent, les survivants de la Shoah. De la Shoah, ouais. C'est-à-dire que ils ont pu dire qu'ils se sont tus parce que d'abord on ne les aurait pas crus. Ouais. Parce qu'ils avaient honte. L'enfant, c'est un mal pour un mal. Dire à un enfant, tu sais, il y a eu un drame dans la famille, il faut que je te le dise parce que quand même, ça risque de peser sur ton histoire à toi. C'est un mal parce que c'est difficile à entendre, bien sûr. Si par exemple, ton grand-père a tué quelqu'un, c'est dur à entendre. Et c'est un mal pour un bien parce que ça risque d'éviter le problème majeur, c'est-à-dire le risque de la répétition. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait, à mon avis, trois effets quand même terribles, entre autres, mais enfin des trois effets majeurs du secret de famille sur un enfant. Le premier, c'est qu'il risque de répéter ce qui n'a pas été dit, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas symbolisé, ce qui n'a pas été expliqué à l'enfant. Eh bien, l'enfant risque de le répéter, de le vivre à son tour, à son insu. Est-ce que ce dont vous parlez, est-ce que c'est ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire, le syndrome de répétition? Oui, voilà. C'est un truc qui a été théorisé en psychologie, c'est le fait qu'on puisse répéter des choses. Fêter de sinistres anniversaires, quelquefois. Ouais. Oui, à son insu, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, à la même époque, je me chope un virus, ou je me sens mal, ou je suis couché pendant 3 jours, sans savoir pourquoi, en pensant que c'est peut-être une allergie due au pollen. Et il faut creuser pour savoir d'où ça vient. Et souvent, quand on creuse cette question, c'est parce qu'on fête inconsciemment,
enfin fête, c'est pas le bon terme, on célèbre. Il y a une célébration, on célèbre une commémoration d'un anniversaire, d'un événement douloureux que l'on partage avec un partenaire invisible en somatisant, par exemple. Et en fait, en préparant ce podcast, j'ai découvert ce que c'était que le syndrome de répétition et d'anniversaire, et j'ai trouvé plein d'histoires sur Internet ou dans les bouquins. Il y a 2 exemples que j'ai lus qui m'ont vachement marqué. Il y a l'histoire d'une femme, par exemple, toute sa vie, elle a eu la phobie d'être enterrée. Elle en faisait vraiment des cauchemars, ça l'a terrifiée. Enterrée vivante, je suppose. D'être enterrée vivante, absolument. Et elle a appris assez tard, je crois qu'elle avait 35 ans, que son grand-père, pendant 14-18, il était mort, enterré vivant. Donc elle a effectivement compris que c'était quelque chose de l'ordre de la répétition. Et il y a une autre histoire qui semble comme ça plus anodine, mais qui me semble assez grave dans ce qu'a vécu cette femme. Donc c'est une femme qui vient d'avoir un bébé et qui fait un truc un peu bizarre quand elle donne son biberon à son bébé. Elle lui retire très très vite en lui disant mon Dieu, tu vas t'étouffer. Et elle le fait comme ça, elle le répète inlassablement. Et ça a mis vachement de temps avant qu'elle puisse en discuter avec sa mère, et elle découvre que son grand-père maternel est mort étouffé, et que sa mère elle-même, elle avait développé une phobie de l'étouffement, et qu'elle venait réveiller sa fille, donc la mère, la nuit pour vérifier qu'elle n'était pas morte étouffée. C'est fou quand même. C'est fou. Alors c'est fou, et on imagine aussi à quel point l'angoisse maternelle était terrible, et il était important qu'elle repère pourquoi elle était angoissée, puisque c'était pas une peur réelle, mais une peur héritée d'un trauma antérieur. Mais imaginez pour l'enfant quand même s'il ne le sent pas consciemment, à quel point c'est anxiogène pour l'enfant qu'une mère vienne toujours vérifier qu'il est vivant. Ça lui montre à lui sa fragilité absolue. Et on voit beaucoup d'enfants très angoissés de façon contagieuse par l'angoisse de la mère. Parce que dire à un enfant sans arrêt, fais attention, couvre-toi bien, ça laissait le champ libre, et ça n'a eu d'ailleurs aucun effet négatif, mais d'abord parce que je l'assumais pleinement. Et deuxièmement, le fait que la part la plus secrète de mon histoire soit devenue la part la plus publique, puisque j'ai la chance que ce livre soit devenu un best-seller, c'est quand même, pour un auteur, c'est quand même une joie, on va pas dire le contraire. C'est une satisfaction intellectuelle. Je crois qu'il n'y a pas cette idée de mon Dieu, ma part la plus secrète est devenue... Non, c'est une excitation intellectuelle. Ce qui aurait pu être un empêchement est devenu une cause de succès. Devient quelque chose de moteur. Voilà. Est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent et qui ont un secret de famille qu'ils ont percé, d'en faire un objet culturel ou autre, mais de le matérialiser. Oui, ça m'arrive souvent parce que quand on bute parfois en analyse sur quelque chose qui paraît indépassable et que la personne a la chance d'avoir entre les mains, que ce soit la peinture, l'écriture ou je sais pas, quelque chose de créateur, je conseille toujours. Ça fait du bien. Je dis pas la seule solution c'est de faire un best-seller, ce serait facile. non, mais de dire faites-en quelque chose. Alors souvent l'écriture, c'est vrai que c'est mon outil privilégié, donc j'ai peut-être tendance à le privilégier aussi quand je conseille quelque chose à ceux qui viennent me voir, mais ça peut être c'est déjà une façon de la création. Voilà, parce que c'est une façon de sortir cet objet toxique de soi et d'en faire un objet et qu'on peut transmettre du coup aux générations et regardable suivantes. Par tous. Et parce que souvent on n'est pas le seul concerné par un secret, ça concerne de fait la famille ou en tout cas par exemple une fratrie. Moi je sais que on se disait il faut en faire un objet culturel, quelque chose, mais j'aurais l'impression de trahir, par exemple, mes frères et sœurs, si moi je racontais demain dans mon bouquin, voilà, il s'est passé ça. Il se trouve que j'ai 2 exemples de personnes, d'auteurs, à qui cette mésaventure est arrivée. En ce qui me concerne d'abord, c'était relativement simple, même si, comme je vous dis, ça a créé quelques remous, mais lointains, ce sont de lointains cousins qui ont 10-15 ans de plus que moi. C'était pas très grave. Je suis fils unique, j'étais le seul concerné par ce secret, et si ce secret devait avoir des effets douloureux, c'était sur moi qui s'exercerait, pas sur les cousins qui ont souffert, qui ont trouvé tout ça extrêmement triste, mais qui n'ont pas été directement... D'abord, ce n'était pas un secret pour eux. Donc j'étais le seul concerné. Donc je n'ai pas eu à me poser la question. En revanche, quelqu'un comme Delphine de Vigan, qui a écrit ce livre sur sa mère, et qui n'est pas fille unique, elle a expliqué à quel point ça avait été pour sa famille extrêmement difficile d'admettre qu'elle écrive sur leur mère. On lui en a voulu dans sa famille. Noël Châtelet, qui a écrit La dernière leçon, où elle raconte le suicide programmé, annoncé de sa mère, elle n'est pas fille unique, comme chacun sait, et elle a eu aussi quelques soucis avec sa fratrie, qui dit, mais tu racontes l'histoire de notre mère. Alors c'est vrai que personne ne peut me dire, tu as raconté l'histoire de nos parents, puisque je n'ai raconté plus grave. Vous me demandiez quel était le plus grave. Voilà. Et précisément, est-ce qu'il y a un secret, somme toute, anodin, ou en tout cas beaucoup moins grave que ça, il peut peser aussi lourd
dans les générations, dans une famille, Je crois, qu'un parce truc que très grave. tout dépend de la façon dont il est vécu. Alors, il y a souvent l'autre secret, le plus classique, j'allais dire le plus banal, mais quand il arrive dans une famille, il est loin de paraître banal à la famille. C'est la naissance illégitime Oui. ou l'incertitude sur le géniteur. Ton père, en réalité, n'est pas ton père. C'est choses qu'on apprend quand on est majeur, par exemple. Bien évidemment que ça peut sembler une banalité. J'allais même dire, Feydeau en aurait fait une pièce comique. Hein. Ouais. Sauf que dans l'histoire d'une famille, c'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique. Alors, parfois même des choses plus, non pas anodines, mais qui semblent moins graves. Par exemple, un aïeul ou un membre de la famille qui a commis des exactions, qui a fait de la prison, qui a été Un meurtrier, condamné. par exemple. Alors là, ça devient déjà plus grave. Mais Ouais. même pour des vols, pour des escroqueries, ça, on peut se dire, Oui. bon, bah, c'est pas absolument D'accord. dramatique. Sauf que quand le silence est fait là-dessus, ça peut pousser quelques enfants des générations suivantes à essayer d'aller à la recherche de la vérité quand la chose n'a pas été dite. Pourquoi ? Bah, parce que la famille avait honte de ce membre de la famille. Je parlais de brebis galeuse, celui qui s'est pas bien comporté. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas la même chose de parler de secret de famille aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple, parce que aujourd'hui, politiquement et même socialement, il y a une espèce d'obsession pour la transparence. On veut absolument tout savoir, que ce soit en politique ou, je pense à la presse People, par exemple. On veut percer les secrets de tout le monde. Est-ce que ça a changé notre rapport à la vérité au sein du foyer familial ? Il y a quelque chose qui a bien changé depuis 20 ans, parce que depuis sont passés Dolto, la psychanalyse, tout ce qu'on a pu savoir sur les effets toxiques du secret de famille. Et puis en effet, cette espèce de transparence absolue qui devient un dogme, servent, en fait, qui oui, devient que un servent vrai les dogme. réseaux sociaux, bien sûr. Alors là, on en voit aussi les effets pervers, Bien sûr. qui sont tout aussi pervers que les effets du silence absolu, parce qu'il y a évidemment un excès dans cette espèce de franchissement complet des barrières de l'intimité et du jardin secret. Le jardin secret devient un jardin public. C'est quand même une drôle d'histoire. Hein. Ouais. Et il est vrai qu'on voit bien ce que ça provoque. Ça provoque des morts, quand même. De la même façon que le silence et que le secret de famille a provoqué des morts, des maladies, je vous dirais peut-être aussi tous les effets que peut avoir un secret de famille sur le corps, Ouais. sur le psychisme. Trop mais dire, d'une certaine tue. façon, trop dire tue aussi. Vous voyez les histoires de harcèlement sur les réseaux sociaux, de photos privées qui ont été mises publiques, particulièrement les sextapes, les fameux, et qui provoquent parfois des suicides. Donc autrement dit, le tout dire provoque également un risque de mort, autant que le secret. Et comment on trouve la limite entre tout dire et ne rien dire ? Je sais que par exemple, ma fille, je partage beaucoup de trucs avec elle, même peut-être trop, de ma vie amoureuse, de mon boulot, etc. Et en même temps, il y a des trucs qui se sont passés dans ma famille. Sûr, encore qu'il y a des morts accidentelles où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même ce qu'on appelle nous un acte manqué, Ouais. hélas réussi dans ce cas-là, c'est-à-dire un suicide inconscient. Hein. Parfois, genre accident de voiture sur une route où il n'y a personne, et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est endormi ou est-ce que précipiter sa voiture contre un arbre ? Ouais. Bon. Mais en tout cas, le suicide, ça c'est vraiment l'occasion pour une famille de faire le silence. Et d'ailleurs, j'ai un joli exemple, si je puis dire encore, de ce savoir inconscient. C'est un petit garçon qui passait son temps à demander à ses parents comment il est mort grand-père. Bon, comment il est mort grand-père ? Alors on dit, ah bah tu sais, il a été vieux. Bon, sauf que à l'examen et avec un entretien avec les parents, j'ai appris que la mère m'a dit, mais vous savez, mon père s'est suicidé, on n'a jamais voulu lui dire. Et j'ai fait remarquer à cette mère que cet enfant ne disait pas quand est-ce qu'il est mort, grand-père, mais comment il est mort. Ouais. Ce qui montre bien que quelque part, cet enfant questionnait sur les circonstances d'une mort et sentait déjà confusément. Donc là, il y a tout intérêt à dire. Quand on sent que l'enfant... C'est même notre guide. Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qui doit être la mesure de ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Je crois que si on est très attentif à la façon dont les enfants posent une question, on entend que la réponse est déjà en partie dedans et qu'il faut donner le coup de pouce supplémentaire. Et on peut mentir sur la manière dont est mort quelqu'un, on peut même mentir sur la mort même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier livre de Johann Sfar, le garçon qui fait des BD, qui écrit un bouquin qui s'appelle « Comment tu parles de ton père ?» et il raconte cette histoire qui est tellement dingue mais qui a dû arriver à plein de gens. Il a 3-4 ans. Il part en vacances avec son père et sa mère à la neige, dans une maison avec plusieurs étages. Son père et sa mère passent la nuit ensemble, au rez-de-chaussée. Ils font l'amour, etc. Et Johan, donc de 3-4 ans, dort quelques étages au-dessus. Et après cette nuit d'amour, le père monte dormir avec Johan, parce que la nounou les a lâchés. Et pendant cette nuit, la mère meurt. Soit d'un AVC, soit d'une rupture d'anévrisme, on ne le sait pas très bien. Mais donc elle meurt et on ne dira pas à cet enfant, donc à Johann Sfar, que sa maman est morte. On lui dit ta mère est partie en vacances. Et ça dure comme ça pendant 1 ou 2 ans, je crois, jusqu'à ce qu'un oncle, donc un tiers,
lui disent on te ment, là, toute ta famille te ment, ta maman, elle est morte cette nuit-là, comme ça. Mais donc on a ce gamin qui voit les gens pleurer, qui voit des draps blancs sur les fauteuils, etc. et qui sait qu'un truc va pas, mais on lui dit pas. Ta mère est en vacances. Ça a été très longtemps entre les adoptions, les morts de parents. Ils sont partis en voyage. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, ça nous semble évident, à l'époque peut-être pas, mais que c'est un abandon absolu. Alors la mort, c'est extrêmement... Alors, un mal pour un bien, encore une fois. Voilà. Ouais. Dire à un enfant, ta mère est morte, elle a eu une maladie grave, elle a eu un accident vasculaire, elle a eu tout ce qu'il peut comprendre. Elle est morte. Elle est morte, c'est un mal, c'est pour un bien, ça ne t'a pas abandonné. Ouais. Elle aurait aimé continuer à être avec toi. Alors qu'elle est partie en vacances. Elle est partie en vacances, et moi alors, elle t'a laissé. Elle t'a laissé. Ouais. Donc on voit bien que là, le message est terrifiant pour un enfant. Mais comment on en vient à dire ça à un enfant ?